la perception des autres, la présentation de soi et les biais cognitifs. Vous est-il déjà arrivé de mal interpréter les intentions de quelqu'un? De croire qu'un collègue vous ignorait alors qu'il était simplement stressé? Ou encore de vous sentir connecté à un inconnu simplement parce qu'il vous rappelle quelqu'un? Ces petites erreurs de perception, souvent banales, peuvent pourtant influencer profondément nos relations, nos choix et même notre bien-être. Dans cette vidéo, on explore les biais cognitifs qui façonnent notre manière de percevoir les autres, sans que l'on s'en rende compte. On parle aussi de la façon dont on se présente nous-mêmes, parfois avec sincérité, parfois avec stratégie. Pourquoi? Parce que comprendre ces mécanismes, c'est se donner une chance de mieux interagir, de mieux se connaître et de prendre de meilleures décisions. Alors que vous soyez étudiant, curieux ou simplement humain, donc imparfait, cette vidéo est pour vous. Commençons par le biais de faux consensus. Vous est-il déjà arrivé de penser « Voyons, tout le monde pense comme moi là-dessus » Un peu comme ce film que vous avez quitté en pensant « Franchement, c'est nul. Impossible que quelqu'un apprécie ce film. » Et pourtant, en sortant de la salle, vous entendez quelqu'un dire « J'ai adoré, c'était profond et bien joué. » Ce décalage surprend parce qu'on a souvent tendance à croire que notre opinion est partagée par la majorité. C'est ce qu'on appelle le biais de faux consensus. Ross, Green et House en 1977. La tendance à surestimer l'universalité de nos jugements, comme si notre point de vue allait de soi. On pourrait citer aussi l'exemple du référendum canadien de 1992 sur l'accord de Charlottetown, un projet de réforme constitutionnelle qui visait à redéfinir les relations entre le gouvernement fédéral, les provinces, les peuples autochtones et les citoyens. Beaucoup du partisans du « oui » étaient convaincus que leurs avis représentaient la majorité. Résultat, l'accord a été rejeté. Une illusion de consensus qui s'est effondrée face à une réalité. Coleman, en 2018, illustre bien ce biais dans une expérience où on a demandé à des gens de choisir entre des vacances luxueuses ou économiques, et puis d'estimer combien feront le même choix qu'eux. Résultat, ils surestiment leur propre position à 60%, peu importe leur réponse. Une illusion partagée par tous. Explorons à présent le biais de fausse unicité et le biais du meilleur que la moyenne. À l'inverse, vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme « moi je ne suis pas comme les autres » ou encore « personne ne comprend ça comme moi ». Ce sentiment d'être exceptionnel, ça vous parle? Bienvenue dans le biais de fausse lucidité. Il consiste à croire que nos qualités positives sont rares, presque uniques. Un exemple qui nous fera peut-être sourire. Imaginez quelqu'un qui critique constamment la conduite automobile des autres. Trop lent, trop distrait, trop agressif, et qui affirme que la police devrait être plus sévère, tout en étant convaincu qu'il est lui-même un conducteur exceptionnel. Ce jugement à sens unique révèle un biais bien connu. Cette conviction qu'on est un meilleur conducteur que la moyenne illustre aussi le biais du meilleur que la moyenne. Alick, 1985. Il est statistiquement impossible que tout le monde soit au-dessus de la moyenne. Et pourtant, nous avons cette tendance presque universelle à nous surestimer. D'ailleurs, une méta-analyse de Dunning en 2004 regroupait plus de 100 étudiants sur près de 1 million de participants montre que ce biais est constant, en particulier pour les traits valorisés socialement. Voyons maintenant la projection. Ce que je pense, tu le penses aussi. Parfois, notre filtre est si fort qu'on finit par croire que les autres fonctionnent exactement comme nous. Ce que j'aurais fait à leur place, c'est exactement ce qu'ils font, non? C'est la projection.
un mécanisme où l'on attribue à autrui nos propres intentions et émotions. Un exemple frappant, en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Donald Trump a accusé les démocrates de vouloir ralentir l'économie, non pas pour protéger la santé publique, mais pour nuire à ses chances de réélection. Il a dit lui-même publiquement en déclarant « If I were in their position, I would probably do the same thing. » Si j'étais à leur place, je ferais probablement la même chose. New York Times 2020. Autrement dit, il projetait sa propre logique stratégique sur ses adversaires. Les recherches de Prentice en 1990 et Marcus 1977 ont montré que notre perception des autres est souvent influencée par notre propre perception de nous-mêmes. Autrement dit, on a tendance à utiliser notre propre personnalité comme point de référence pour comprendre les autres. Une personne qui se définit comme très indépendante, c'est-à-dire qui aime prendre ses propres décisions, ne pas dépendre des autres, aura tendance à supposer que les autres sont aussi indépendants qu'elle. Elle interprétera leurs choix et leur silence comme des marques d'autonomie, alors que ces comportements pourraient en réalité être liés à la timidité, de la détresse ou à une éducation différente. Inversement, une personne très sensible et empathique pourrait s'imaginer que les autres ressentent les choses aussi intensément qu'elle et être déçue ou blessée lorsqu'ils ne réagissent pas de la même manière. Ce phénomène s'appelle la projection de soi. On utilise nos propres traits, valeurs et façons de penser pour interpréter le comportement des autres, ce qui peut créer des malentendus ou des jugements erronés. C'est une erreur fréquente car notre cerveau cherche naturellement des repères familiers pour comprendre le monde. Mais cela peut nous conduire à surestimer la ressemblance entre soi et autrui, en oubliant que chacun a sa propre histoire personnelle et sa culture. Après la projection, on va voir le transfert. Ce visage me rappelle quelqu'un. Rappelez-vous cette personne que vous avez rencontrée un jour et qui, dès les premières secondes, vous a inspiré confiance. Vous ne le ou la connaissez pas et pourtant quelque chose dans son regard, sa voix ou sa gestuelle vous rappelez votre meilleur ami ou peut-être un parent cher à votre cœur. Sans même y penser, vous lui avez attribué des qualités que vous appréciez chez cette figure familière. Ce phénomène s'appelle le transfert, un concept étudié par Anderson en 1995. Il survient lorsqu'un schéma relationnel emmagasiné en mémoire se réactive à la vue ou au contact d'un inconnu qui lui ressemble. Ce transfert peut être conscient ou inconscient et influencer profondément notre perception, notre comportement et même nos émotions. Anderson a montré que nous avons tendance à aimer davantage un inconnu qui ressemble à une personne aimée, mais à prendre de la distance s'il nous rappelle quelqu'un qui nous a blessés. Lorsqu'on parle de biais cognitifs de perception sociale, on oublie souvent qu'ils ne sont pas universels. Ils peuvent être fortement influencés par la culture dans laquelle nous avons grandi. Ce filtre culturel façonne ce que nous percevons, ce que nous jugeons pertinent chez autrui et ce que nous risquons de mal interpréter. Comprendre cette influence est donc essentiel pour éviter les erreurs d'interprétation et les malentendus dans nos relations sociales, notamment lorsqu'elles sont interculturelles. Dans les cultures collectivistes comme le Japon ou la Chine ou le Moyen-Orient, les individus sont perçus à travers leurs relations et leur rôle dans le groupe. La perception est plus globale. On accorde une grande importance au contexte social et à l'harmonie collective. Par exemple, si quelqu'un reste silencieux en réunion, on peut l'interpréter comme respectueux ou modeste plutôt que comme désengagé. Ou encore, on jugera positivement une personne parce qu'elle entretient de bons liens avec familiaux, notamment avec les parents ou les frères et sœurs,
etc. ou qu'elle est bien intégrée dans son équipe. Dans les cultures individualistes, comme le Canada et les États-Unis, on se concentre davantage sur les traits personnels et l'identité individuelle. La perception est plus analytique, centrée sur l'individu, ses qualités propres et ses intentions. Par exemple, une personne silencieuse sera plus facilement perçue comme timide ou peu compétente. Une réussite sera attribuée à ses efforts personnels plutôt qu'au soutien du groupe. Ainsi, selon notre culture, nous ne lisons pas les comportements des autres de la même façon, ce qui peut facilement mener à des malentendus si on ignore ces différences. Après avoir vu comment la culture influence nos biais de perception sociale, on pourrait croire que nos jugements se forment uniquement à partir de ce que l'on observe autour de nous. Mais il y a un autre acteur silencieux qui influence nos choix, notre propre identité. Et parfois, c'est dans les détails les plus inattendus qu'elle se manifeste. Vous avez peut-être déjà remarqué à quel point certaines personnes finissent par vivre dans les villes dont le nom ressemble étrangement au leur, ou travailler dans des lieux qui rappellent leur prénom. Coïncidence? Pas tout à fait. Ce phénomène porte un nom, l'égoïsme implicite. Pelham, Nirenberg et Johnson en 2002, ils ont démontré qu'il s'agit d'un biais qui nous pousse à préférer inconsciemment ce qui nous ressemble, même symboliquement. Par exemple, des femmes prénommées Florence, Georgia ou Virginia sont plus nombreuses à vivre en Floride, en Géorgie ou en Virginie, et ce même si elles n'y sont pas nées. Dans une expérience étonnante, Johnson et ses collègues en 2004 ont voulu tester jusqu'où pourrait aller cette préférence inconsciente pour ce qui nous ressemble. Ils ont présenté à des hommes 2 photos presque identiques de femmes. La seule différence, sur l'une des photos, la femme portait un chandail avec un numéro subtilement lié au prénom du participant. Par exemple, le numéro 16 pour un homme né le 16 ou un chiffre associé à ses initiales. Sur l'autre photo, le numéro était neutre, sans lien personnel. Résultat, les participants se sentaient plus attirés par la femme portant le numéro associé à leur identité, même s'ils ne faisaient pas consciemment le lien. Cette expérience illustre parfaitement l'égoïsme implicite, une préférence inconsciente pour ceux qui nous reflètent. Ce n'est pas le physique, le sourire ou la posture qui ont influencé leur perception, mais un détail symbolique lié au soi. C'est subtil mais puissant. Cela montre que notre estime de soi et notre identité personnelle peuvent influencer nos jugements et nos attirances, sans que nous en ayons la moindre conscience. Ce biais agit surtout lorsque nous avons une image positive de nous-mêmes. Si l'on s'apprécie, on est plus enclin à aimer ce qui nous reflète. Kuhl et Pelham 2003 ont d'ailleurs montré que plus l'estime de soi est élevée, plus ce biais d'égoïsme implicite s'exprime fortement. Ce phénomène peut aussi influencer nos relations, nos choix professionnels, voire le prénom de notre partenaire. Et même si cela peut sembler anecdotique, il révèle à quel point notre soi peut façonner l'environnement dans lequel nous évoluons, souvent sans qu'on se rende compte. Notre identité n'influence pas seulement les situations que nous choisissons ou les environnements qui nous attirent. Elle intervient aussi dans la manière dont nous décidons de nous présenter aux autres. Dans certaines circonstances, surtout lorsque l'on se sent observé ou jugé, on ajuste notre comportement, parfois même inconsciemment, pour faire bonne impression. C'est ce que la psychologie appelle la présentation de soi stratégique, un art subtil de gestion d'image, entre prudence,
anticipation et parfois petites manœuvres bien pensées. On a tous à un moment ou un autre tenté de faire bonne impression lors d'une entrevue d'embauche, à un premier rendez-vous ou même en posant une photo flatteuse sur un réseau social. Ce n'est pas forcément de la manipulation, c'est ce qu'on appelle la présentation de soi stratégique. Ce concept développé notamment par Goffman en 1959 désigne les comportements adoptés pour façonner l'image que les autres se font de nous. Un exemple marquant, la stratégie d'auto-handicap. Elle consiste à préparer une excuse à l'avance pour justifier un éventuel échec. Les recherches de Berglas et Jones en 1978 montrent que les participants sont plus enclins à choisir une stratégie nuisible à leur performance lorsqu'ils doutent de leur succès, précisément pour protéger leur estime de soi si les choses tournent mal. Par exemple, un étudiant qui craint d'échouer à un examen difficile pourrait décider de sortir faire la fête la veille ou de ne pas réviser pour voir ce qu'il vaut vraiment. Si l'échec survient, il pourra dire que c'est à cause du manque de préparation, pas de ses capacités réelles. Ce comportement, bien que contre-productif, offre une porte de sortie psychologique. Il permet de préserver une image de soi intacte, du moins en apparence. Autre stratégie, le basking in reflected glory, se valoriser à travers le succès des autres. Cialdini, 1976, qui consiste à s'associer à des figures de prestige. Par exemple, après une victoire sportive, les partisans portent les maillots de leur équipe et disent « on a gagné ». Enfin, il existe des techniques de manipulation sociale, se vanter dans un entretien, complimenter, rendre service ou se conformer à l'opinion de l'autre. Ces stratégies, souvent, peuvent être efficaces. Turnulli et Bolino, 2001, mais doivent être utilisées avec finesse pour éviter d'être perçues comme de la manipulation pure. Commençons par la présentation de soi authentique. Oser montrer qui l'on est vraiment. À l'inverse de la stratégie, il y a ces moments où l'on choisit de se montrer tel qu'on est. Cette forme de présentation repose sur la révélation de soi. Selon Omar Zu, 2000, elle comporte 3 dimensions. La profondeur des informations, leur qualité et la durée du partage. Elle poursuit divers buts. Obtenir l'approbation, créer de l'intimité, résoudre un problème, exercer un contrôle social ou affirmer son identité. Bien accueillie, elle apporte de nombreux bénéfices. Sentiment d'être accepté, soulagement, clarification de soi, lien renforcé, surtout dans les relations amoureuses. Mais elle comporte aussi des risques. Être jugée, mal compris ou rejetée. Trop tôt, elles peuvent gêner. Et en ligne, elle peut laisser des traces. C'est pourquoi la révélation de soi électronique exige prudence et discernement. Autre outil précieux, le journal intime. Des études de Pennebaker en 1997 montrent qu'écrire des événements émotionnels peut améliorer la santé mentale et physique, surtout chez les personnes peu enclins à se confier. Passons maintenant à une question qui touche directement à notre rapport à l'authenticité. Doit-on s'adapter aux attentes sociales ou rester fidèle à soi-même? Peu importe le contexte. C'est tout l'enjeu du monitoring de soi. Un concept fascinant qui nous aide à comprendre pourquoi certains sont des véritables caméléons sociaux, tandis que d'autres préfèrent rester constants, même au risque de déplaire. Alors pourquoi certaines personnes s'adaptent-elles à chaque contexte, tandis que d'autres restent égales à elles-mêmes? C'est la question au cœur de la théorie du monitoring de soi de Snyder
1974. Les forts en monitoring sont sensibles aux attentes sociales. Ils ajustent leur comportement pour correspondre à l'image attendue. Les faibles en monitoring cherchent la cohérence avec leurs valeurs personnelles. Klein, en 2004, ont montré que face à une même question sensible, les faibles en monitoring maintiennent leurs opinions, tandis que les forts l'adaptent selon leur interlocuteur. Dans les milieux professionnels, les forts en monitoring excellent en gestion d'image, de leadership et de réseautage, mais ils peuvent aussi adopter des stratégies moins éthiques, voire narcissiques, et souffler du stress accru. Conclusion, entre biais cognitifs, stratégie, conscience et réflexe inconscient, notre perception des autres et de nous-mêmes est pleine de subtilité et parfois d'illusions. Les comprendre, c'est se donner les moyens de mieux interagir, de développer notre intelligence sociale et de grandir dans nos relations. Merci d'avoir suivi cette exploration avec moi. Vous pouvez maintenant cliquer pour visionner les vidéos de clôture de cette série passionnante sur le soi, une vidéo finale qui vient boucler la boucle en récapitulant les biais cognitifs, les formes de présentation de soi, les stratégies d'adaptation et tout ce que nous avons appris sur la manière dont nous percevons les autres et nous-mêmes. Un dernier pas pour consolider vos apprentissages et réfléchir à l'impact de notre identité sur nos choix, nos relations et notre bien-être. À tout de suite dans la conclusion de cette aventure fascinante.